Au fil du temps, on s'aperçoit qu'on a quand même accumulé beaucoup de choses, on a accumulé beaucoup d'expérience, on a été confronté à beaucoup de choses, l'international, le M&A, la culture d'entreprise, la façon dont on doit gérer des fonds de private equity, le financement. Voilà, on sous-estime en fait l'accumulation de sujets qu'on a dû à traiter pendant 25 ans. Et je m'en aperçois maintenant que c'est assez précieux pour des jeunes fondateurs et des jeunes entrepreneurs. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Dans l'épisode précédent, nous sommes revenus avec Olivier sur son aventure WebHelp depuis l'envie de 2 consultants de créer une entreprise au moment de l'essor d'Internet, à la fusion avec Concentrix pour former un leader mondial de la relation client cotée en bourse. Nous accueillons maintenant Ariane Darmon du Family Office Digital Sapiens pour évoquer cette aventure sous l'angle financier, comment les fonds ont aidé au développement de l'entreprise, mais aussi son regard sur l'offre de gestion de patrimoine à destination des entrepreneurs. Bonjour Aurore, bonjour Olivier. Bonjour Ariane. C'était passionnant d'écouter tous les débuts et l'aventure WebHelp, donc merci pour cette histoire. On a beaucoup parlé de LBO et des 5 LBO successifs que vous avez vécu avec WebHelp. Les LBO ont aussi une dimension très patrimoniale finalement parce que c'est en général l'occasion pour les entrepreneurs de monétiser une partie de leur aventure entrepreneuriale. Donc c'est synonyme de cash out. Pour finalement aborder un peu l'angle patrimonial de toute cette discussion, quelle est la première décision qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on est un entrepreneur qui vit son premier cash out ? Est-ce que d'abord on sécurise ? Est-ce que tout de suite on a envie de réinvestir ? Comment est-ce qu'on raisonne quand on est confronté à ce premier cash out ? La première chose qu'on a envie de faire, c'est de bien s'entourer, notamment parce qu'on n'a pas l'intention d'arrêter de travailler et qu'on reste un entrepreneur actif, et que la gestion d'un patrimoine, c'est un métier, et c'est pas un métier qui s'improvise. Donc je dirais que ma première décision, assez naturellement, a été de me tourner vers des professionnels. J'ai malheureusement fait le constat que l'offre que j'imaginais n'existait pas forcément, d'où notre rencontre Ariane, et qui a donné lieu à ce qui est aujourd'hui Vesta, qui est un formidable succès. Mais mon premier réflexe, c'est effectivement de me dire je n'ai pas de temps à y consacrer, je ne suis pas un spécialiste. Et comme je le dis souvent dans toutes mes initiatives, start with the who, not with the what. Donc la première initiative a été de s'entourer de gens qui allaient faire ça beaucoup mieux que moi. Donc j'ai pas eu d'envie particulière quand j'ai fait mon cash out, si c'était le sens de votre question, mais juste de m'assurer effectivement que la partie qui avait été externalisée, et puis il y en a eu un certain nombre, puisque à chaque fois qu'effectivement qu'on fait une opération de LBO, on peut se poser la question de sécuriser une partie, de pas remettre tout au travail, même si dans notre cas, et c'est pour ça qu'avec Frédéric on a toujours été très important au capital, on a beaucoup plus réinvesti ou laissé l'argent au travail dans WebHelp qu'on a externalisé. Et du coup, en tant qu'investisseur, quand on se transforme en investisseur, même si on est entouré, il y a 2 choses qui viennent assez vite à l'esprit. C'est réinvestissement dans des sociétés. Et réinvestir dans des sociétés, on peut le faire en tant que business angel. Et depuis toujours, en fait, vous avez réinvesti une partie de votre patrimoine dans d'autres sociétés. Est-ce que quand on a été un bon entrepreneur, on fait un bon business angel, et qu'est-ce qu'on regarde et comment on fait ses choix pour investir dans d'autres sociétés ? Comment vous avez réfléchi là-dessus ? Alors je pense qu'il faut rester assez humble sur son aventure entrepreneuriale en se disant que chaque cas finalement est assez différent, et c'est pas parce qu'on a réussi une fois qu'on réussit à chaque fois, même si
il est vrai aussi que l'expérience accumulée, elle a une vraie valeur. Peut-être que d'ailleurs j'ai assez sous-estimé. Et je m'aperçois maintenant, après 25 ans presque de développement, que grâce à l'aventure WebHelp, j'ai été confronté à beaucoup de challenges, à beaucoup de cas, et que beaucoup d'entrepreneurs sont très intéressés à ce que je partage avec eux effectivement un certain nombre d'événements et que je donne mon avis. J'aime pas donner des leçons et j'aime pas du tout l'approche expert ou gourou, donc je fais ça toujours avec beaucoup d'humilité. Mais c'est vrai que j'ai une passion pour l'entrepreneuriat, j'ai une passion pour les business cases, le challenge intellectuel, et à chaque fois que je peux être confronté à une équipe de jeunes entrepreneurs ou de fondateurs qui se posent des questions, j'ai envie de réfléchir avec eux. Et en fait, mes choix, très souvent, vont s'orienter vers des entrepreneurs et des fondateurs qui ont envie de ça. Donc je ne m'impose jamais. Quand je fais un investissement dans une société, je redis à chaque fois, je suis disponible, je prendrai énormément de plaisir à pouvoir partager avec vous, que vous partagez avec moi et qu'on ait un vrai échange, mais je n'impose rien. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, on s'aperçoit qu'on a quand même accumulé beaucoup de choses, on a accumulé beaucoup d'expérience, on a été confronté à beaucoup de choses, l'international, le M&A, la culture d'entreprise, la façon dont on doit gérer des fonds de private equity, le financement. Voilà, on sous-estime en fait l'accumulation de sujets qu'on a dû à traiter pendant 25 ans. Et je m'en aperçois maintenant que c'est assez précieux pour des jeunes fondateurs et des jeunes entrepreneurs. Donc, est-ce qu'on est un bon business angel ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est sûr, c'est que à chaque fois qu'on a l'opportunité de vraiment s'investir à côté d'une équipe de fondateurs, une équipe managériale, on peut aller plus vite ensemble et je le fais volontiers. Vous disiez tout à l'heure à l'instant, là, Start with the Who. Est-ce que le profil des boîtes dans lesquelles vous avez envie de rentrer, est-ce qu'on voit des qualités communes à tout le monde ? Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est le binôme, le trinôme, le quatuor des fondateurs et leur complémentarité, leur entente ? Est-ce qu'un solo fondeur très fonceur enfin, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un signal positif en tant qu'investisseur qu'on retrouve Oui, alors dans vos choix ? c'est vraiment des rencontres à chaque fois et je m'investis assez volontiers quand je sens qu'il y a des vraies proximités de vision, de valeurs. On a peu parlé des différenciateurs de WebHelp, mais je pense que le plus fort et le plus important, c'était la culture. On a misé beaucoup de choses sur la culture. Peter Drucker disait « Culture is strategy for breakfast ». J'y crois dur comme fer. En fait, beaucoup de choses se copient. Mes concurrents pouvaient copier beaucoup de choses dans la façon dont on développait des process, dans les technologies en fait qu'on achetait, une façon de faire quoi. Quand on regarde la chaîne de valeur et l'operating model en fait d'une société comme la nôtre, tout était copiable. C'est très difficile de se protéger. On n'avait pas de brevets, de molécules qui nous protégeaient de quoi que ce soit. Et finalement, la culture, c'est le seul truc qu'on peut pas copier. La culture, c'est l'identité. C'est l'ADN d'une société et quand cette culture fonctionne bien, elle est d'une puissance incroyable. Et donc je suis très attaché à la culture des sociétés dans lesquelles j'investis parce que je pense que c'est une arme d'une puissance absolument incroyable et que on peut soulever des montagnes quand on a une équipe qui a une culture forte. Et très souvent, on me dit, mais comment tu as fait pour recruter des gens qui t'ont accompagné si longtemps, qui ont été à tes côtés, qui ont été talentueux dans la durée. Et j'ai toujours dit, j'ai recruté des personnalités avant de recruter des compétences. Parce que les compétences, on peut les apprendre. Les personnalités, elles sont ce qu'elles sont. C'est la nature des gens. C'est lié à plein au capital génétique, à l'éducation qu'on a reçue. Donc c'est très difficile, finalement, de créer une culture avec des gens qui ont des personnalités très différentes, même si, une fois qu'on a dit ça, juste derrière, je dois rajouter que la diversité est aussi quelque chose de puissant dans une entreprise. Donc il faut trouver en fait le bon équilibre entre l'apport de la diversité, dont on parle beaucoup, et la culture qui doit rester assez homogène. Parce que plusieurs cultures peuvent être très successful, on a des entreprises qui ont des cultures très différentes et qui fonctionnent bien, mais il ne peut pas y avoir plusieurs cultures dans une entreprise. Ça ne fonctionne pas. Elle doit être homogène. Donc je fais une réponse un peu longue, mais pour dire que dans mes choix, effectivement, le human capital, le capital humain qui est fait effectivement de personnalité et de culture entreprise forte, ça a toujours été un moteur. Oui, je témoigne. Vous avez, en tant que board member d'Ivesta et cofondateur, beaucoup fait travailler sur la notion de culture, d'ADN, de valeur.
Et donc, effectivement, c'est très prégnant. Et vous nous dites aussi toujours, ce qui fait la valeur d'une société se lie pas à son bilan, c'est sa réputation et ses hommes. Et ça me fait le lien un peu avec le Think Human, qui est quelque chose qui a été très fort pour WebHelp et qui est aussi assez fort dans vos investissements. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de retranscrire cette forte dimension humaine qui a toujours été un driver fort dans vos choix professionnels, dans vos choix patrimoniaux, alors hormis le fait de créer un projet avec des gens avec qui il y a une appétence, mais dans les choix d'investissement purs, comment est-ce qu'on voit transparaître cette dimension humaine très forte qui a toujours été votre driver? Bon, d'abord, l'être humain, quoi qu'on en dise, parce qu'on décrit beaucoup effectivement l'intelligence humaine versus l'intelligence artificielle, Machine, je pense que l'être humain est la machine la plus aboutie qu'on ait jamais créée et la plus passionnante sous cet angle-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, effectivement, je pense que par personnalité, par éducation, je suis beaucoup attiré par les relations sociales. Troisième élément, j'ai créé une société qui est très people intensive, comme on dit. On avait 150 000 collaborateurs et je dirais le principal actif de WebHelp prenait l'ascenseur tous les matins et tous les soirs. Et donc il a fallu reconnaître très vite que même dans un monde de technologie où on ne parle que d'intelligence artificielle, de technologie, de nouvelles technologies, de digital, l'humain reste une pièce centrale du dispositif. Et pour faire un lien avec le livre qui s'appelle aussi d'ailleurs Think Human, on voit bien que dans une économie où les marques ont de plus en plus de mal à se différencier parce que tout le monde vend la même chose, tout est disponible sur le web, donc en fait c'est très difficile pour une marque de se différencier, où tout se compare, donc le consommateur va acheter au meilleur prix parce qu'il sait exactement s'il veut acheter ce téléviseur, qu'il peut le trouver sur plusieurs plateformes mais qu'il ira acheter au meilleur prix. Qu'est-ce qui reste dans un monde où tout se compare et où effectivement il y a très peu de différenciateurs produits? Il reste l'expérience client. C'est-à-dire la capacité à générer une expérience de bout en bout qui va être différenciante. Et d'ailleurs, les marques du digital, Amazon en premier, ont très bien compris ça. On pense que Amazon est un leader de l'e-commerce, un leader technologique par effectivement tout ce qu'ils ont aujourd'hui mis au point, mais c'est un leader de l'expérience client et il faut reconnaître à quel point en fait très vite Jeff Bezos a dit l'expérience client va être un différenciateur essentiel et l'expérience client comme différenciateur fait appel très souvent à l'humain et à la relation humaine parce qu'il y a une dimension émotionnelle dans tout ça. Et ce mouvement, en fait, n'épargne pas l'industrie de la finance non plus, et notamment l'industrie du private equity, parce que finalement, l'effet marque, valeur de fonds de grande renommée, de plus petites équipes, rend le tout dans un contexte où cet univers d'investissement devient beaucoup plus accessible à tout le monde, fait qu'il devient parfois compliqué de savoir faire le bon choix et la différence entre tel ou tel fonds d'investissement. Mais la différence peut se faire sur la culture, parce qu'effectivement, dans le monde du private equity, il y a des maisons qui font le même métier, qui en général utilisent les mêmes méthodes pour faire leur métier, mais par contre il y a des cultures qui sont très très différentes. Il y a des fonds de private equity qui sont plus ou moins management friendly, qui ont des cultures plus ou moins fortes, qui ont des cultures entrepreneuriales plus ou moins fortes aussi. Donc il faut choisir aussi son partenaire fonds de private equity en fonction de sa culture. Et dans notre histoire, j'ai parlé tout à l'heure de trouver le bon partenaire au bon moment. Cet aspect culturel a été déterminant. Et en tant que participation, puis finalement aussi en tant que LP, il faut savoir faire la différence entre la marque Tout à fait. et la culture et l'efficacité. Et effectivement, c'est un des sujets qu'on aborde avec Ivesta et Sapiens, d'aider à choisir les fonds de private equity et les investissements adaptés aux clients et aux objectifs d'investissement. On a parlé effectivement de LBO, de fonds de private equity, mais il y a une autre dimension qui est très forte et qu'on retrouve dans votre profil patrimonial, c'est la notion de give back. Vous avez aussi investi dans beaucoup de sociétés avec cette dimension humaine et retour au monde forte. Est-ce que vous avez des exemples à partager dans les choix que vous avez faits là-dessus? Oui, j'ai beaucoup d'exemples. C'est une vraie question en fait d'utilité et du sens qu'on veut donner à sa vie. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé d'ailleurs la bonne formule. Donc du coup, je fais beaucoup de choses assez différentes qui vont d'investissement dans des sociétés effectivement qui ont une dimension
socialement, sociétalement ou environnementalement responsable. L'exemple comme Innovafeed, formidable société qui développe une protéine à base d'insectes à destination de l'aquaculture avec un modèle totalement circulaire qui est un véritable succès. Donc je vais orienter mes choix vers des financements dans l'économie réelle pour des sociétés qui ont cette dimension-là. Et puis après, des projets philanthropiques directs. C'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui qu'on puisse donner la parole dans quelques instants à Jean-Baptiste qui va nous présenter ce formidable projet. Mais pour répondre à votre question plus précisément, ça devient quelque chose de très important finalement dans ma vie, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, de s'assurer qu'on sait faire les choses de manière utile, on sait redonner. C'est presque une question préoccupante de s'assurer en fait qu'on fait les bons choix. Donc une nouvelle fois, je suis pas sûr d'avoir trouvé en fait la bonne recette. J'ai toujours l'impression de ne pas en faire suffisamment, donc je continue à multiplier les projets et à m'assurer que je peux redonner à ceux qui en ont besoin. J'ai la chance d'avoir une femme qui est très investie dans l'humanitaire et qui fait des projets formidables de création d'écoles en Inde et dans d'autres pays. Donc voilà, le give back c'est important. Je ne sais pas si je fais bien les choses, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet où on dit on peut diviser sa vie en quatre parties. Il y a le premier quart en fait où on apprend, il y a le deuxième où on construit, et le troisième on partage et on redonne, et le quatrième je crois qu'il est beaucoup plus spirituel, donc j'en suis encore très très loin parce que en fait c'est pyramide pour de quelques Maslow années. En version, Mais donc voilà, pour répondre à votre question, j'essaie d'orienter mes choix d'investissement aussi avec cette dimension-là, parce que je pense qu'elle est très importante. C'est ça, avec la double approche de investir dans des économies transformantes pour le monde et aider ceux qui sont plus dans le besoin de manière très directe, quoi. Impact investing, il y a tellement de besoins. Et à cet effet, on va accueillir effectivement Jean-Baptiste dans quelques minutes. Peut-être juste une dernière question avant de donner la parole à Jean-Baptiste. Tu disais tout à l'heure, tu as écrit un livre qui s'appelle Think Human. C'est aussi le nom d'une fondation qui s'appelle Think Human. Est-ce que tu peux juste en quelques mots nous dire pourquoi ce livre ? Qu'est-ce que tu écris dedans et pourquoi avoir eu envie de l'écrire ? Et puis pourquoi lui avoir donné le même nom que cette fondation ? Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Oui, Think Human, il est un peu partout. C'était la baseline de WebHelp dans un monde de technologie. On dit on va se différencier par l'humain et ça sera notre baseline. Donc on veut vraiment l'afficher comme un fort différenciateur. On a créé une fondation d'entreprise qui s'appelle aussi Think Human, essentiellement destinée à des projets autour de l'éducation et de l'inclusion. Et le Think Human de mon livre, en fait... il est tout différent, il est complètement différent. C'est finalement se poser la question de qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette économie qui s'est digitalisée pour aider les marques à se différencier. Et donc j'ai fait toute une série de recherches en fait. C'est un livre un peu business, hein. C'est pas un truc marrant à lire. C'est un truc à lire pour les gens qui vraiment se posent les questions de comment je vais réussir à me différencier par rapport à nos concurrents. Et j'ai beaucoup, grâce à la littérature des neurosciences, essayé de comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Et si je dois résumer, il faut garder à l'esprit que nous sommes des hédonistes feignants en mal de reconnaissance et que le cerveau fonctionne comme ça. Donc il faut lui donner du plaisir, du moindre effort, de la reconnaissance en permanence. Et finalement, pourquoi je dis ça ? Parce que l'expérience client va en permanence rechercher ces trois attributs, ces trois axes. C'est-à-dire comment je vais créer de l'effet de surprise dans l'expérience client, comment je vais m'assurer qu'un parcours client est totalement sans effort, on dit ça seamless ou effortless, et comment je vais donner l'impression à mon client qu'il est unique et qu'est-ce que je vais utiliser comme technique de personnalisation pour lui faire sentir que c'est pas un numéro, c'est pas un client, c'est un individu avec toutes ses particularités. Et en fait, c'est très intéressant de se rapprocher des neurosciences parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est comme ça que l'on est en tant que consommateur. Comme moi, je ne suis pas un consommateur très différent de ce que je viens d'écrire. Moi aussi, j'aime les effets de surprise. Moi aussi, j'aime quand ça va vite et quand on me facilite la tâche. Et moi aussi, j'aime qu'on me reconnaisse comme un individu à part et qu'on me propose un parcours client qui est assez adapté. Et une nouvelle fois, on est autour du Think Human, donc pour d'autres raisons que les deux premiers que j'ai évoqués, mais ça faisait beaucoup de sens pour moi d'écrire ce livre, qui est un livre qui doit aider les marques à se différencier dans une économie, une nouvelle fois, de l'expérience et dans une économie qui s'est très fortement digitalisée.
Ok, très clair. Parfait. Et merci d'avoir développé ce livre Think Human. Et puis, on va parler davantage de la fondation et de l'activité Jean-Baptiste dans quelques minutes. Merci beaucoup, Ariane, aussi. Merci. Voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous accueillerons Jean-Baptiste Noëllac, cofondateur et directeur d'Excellence Ruralité, une école avec des méthodes bien particulières mais qui a fait ses preuves pour lutter contre le décrochage scolaire dans les zones rurales. Il nous parlera de sa rencontre avec Olivier, mais surtout des enjeux de l'école d'aujourd'hui et des solutions qu'il apporte.